nous avions des appels interminables, on ne comprenait pas ce que ça voulait dire. J'ai conservé le souvenir de ces heures d'appel qui pouvaient durer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Nous n'avions pas encore mangé. Attention, nous avions eu le morceau de pain du matin. Il n'y avait eu qu'un jour sur 3 ou 4 la soupe d'os. Nous avions terriblement faim et nous ne bougions plus. La neige tombait sans arrêt. Cette neige qui tombait finissait par par me décourager. Il a neigé à Buchenwald pendant peut-être 3 mois sans arrêt, cette neige qui tombait. Et lorsque nous étions sur la place d'Appel, dans le froid, nous essayions, les Français, de nous grouper. On était là, debout, avec la neige qui formait des cônes sur nos épaules, dans nos soquettes en bois. Et à un moment donné, j'ai lâché. Je suis tombé dans la neige. Et je suis tombé merveilleusement en me disant « Ah, c'est bon d'être allongé, c'est bon. » Heurtaud m'a relevé. Il m'a mis debout. Il m'a dit « Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est quand on est un officier de l'armée de l'air de se laisser aller ?» Et il m'a tenu comme ça. Il m'a tenu debout en me secouant. Et plus tard, je lui ai dit « Tu sais, tu m'as vraiment sauvé la vie ce jour-là parce que tu me tenais. » Il dit « Oui, mais ce que tu ne sais pas, c'est que je te tenais, mais moi j'avais envie de tomber aussi. Et si j'étais tombé avec toi, je crois que je ne me serais pas relevé. » Nous sommes dans ce qu'on appelle à Buchenwald le petit camp, le camp de quarantaine, où dans des baraquements de 200 personnes, nous sommes entassés à 2000, car devant l'offensive allemande sur l'Est, nous ne sommes pas les seuls camps à être repliés. Il y a une surcharge extraordinaire. Les bas-flancs qui étaient prévus pour 2 hommes abritent 15 hommes. On couche tête bêche, on ne se déshabille pas, parce qu'on ne peut pas se déshabiller car comme toujours, tout ce qu'on enlève, on se fait voler. C'est complètement désorganisé. La nourriture, elle est tout ce qu'il y a de réduite. Quand l'un des 15 veut se retourner la nuit, il faut que ce soit les 15 qui se retournent. Et bien sûr, comme toujours, on meurt à une cadence incroyable et chaque homme qui décède est immédiatement balancé depuis son lit, si on peut appeler ça, et le couloir le matin est jonché de cadavres. Il y a 4 étages de bas-flancs superposés. Vous avez vu dans certaines images à la libération du camp comment ça se présente. Dans les bas-flancs du bas, les gens pouvaient juste dépasser la tête. J'avais encore la force de grimper, j'étais au 4e étage, donc au-dessus des autres, un peu moins mal. Mais c'était épouvantable. La plupart d'entre nous, nous allons travailler dans une carrière. Alors là, donc, le matin, nous, après l'appel, toujours aussi même rythme de vie, nous partons avec la pelle ou la pioche sur l'épaule et jusqu'à une carrière qui n'est pas très, très éloignée du camp. Et là, pendant 12 heures, nous allons piocher, casser vraiment des cailloux pour en faire un sable un peu grossier. Ce sable sera récupéré par les unes dans des petits seaux et ramené de cette façon vraiment rudimentaire dans les allées du camp, répandu dans les trous, et Dieu sait s'il y en avait. Et c'était un travail difficile, épuisant, pour des femmes très très affaiblies, et piocher c'était très très difficile. Nous avions aussi un énorme rouleau que nous traînions à plusieurs. Alors là, c'était la route qui arrivait vers le camp sur lequel nous travaillions.
Il y avait aussi énormément de trous, cette route était défoncée. D'ailleurs, quand on avait bouché ces trous, passé le rouleau pendant des heures et des heures, très souvent on revenait avec une pioche pour enlever ce que nous y avions mis, ces petits graviers, cette espèce de sable, et on recommençait. C'était vraiment là un travail bête, idiot, mais absolument tuant. Arrivé en bas, on allait chacun à ses postes responsables de travail. Certains étaient affectés à transporter par wagonnet les pierres, d'autres à casser les pierres. Moi, j'étais boraire, ce qu'on appelait boraire, parce qu'il m'avait mis ce métier-là, parce que modeleur, il ne connaissait pas. Alors, il m'avait mis comme perceur de cailloux, quoi, c'est-à-dire mineur, boraire, mineur. Des trous, faire des trous, ça veut dire faire des trous. Et alors, j'étais avec un marteau-piqueur de 7 kilos, donc on faisait des trous. Et alors, là, il a fallu que j'apprenne. Alors, j'étais mis à un poste avec un camarade espagnol et un camarade polonais. On avait un marteau-piqueur pour 3. Vous allez dire, bah pour 3, il y en avait un qui travaillait, puis les 2 autres regardaient. Non, parce que celui qui était au marteau-piqueur, pendant ce temps-là qu'il avait fait les trous, l'autre copain d'à côté mettait les coins, et puis cassait la pierre. Et puis l'autre remettait ces pierres-là dans un autre sens pour les recouper dans un autre sens. C'est-à-dire, on était tout le temps occupés. Et le marteau-piqueur, on se le repassait, parce que à l'excuse du marteau-piqueur, ça paraît pas, mais vous ne le tenez pas toute la journée. Même les ouvriers qui sont aujourd'hui au marteau-piqueur, ils travaillent pendant un certain temps au marteau-piqueur, et après... Et là, ce qu'il y avait, c'est qu'il ne fallait pas louper les trous qu'on faisait au marteau-piqueur. Parce que si vous faites un trou là, droit, l'autre un peu en oblique sans le vouloir, puis l'autre en oblique, la pierre se taillera suivant l'oblicité. Et si vous faites une pierre ondulée, c'était quand même la plus belle carrière même aujourd'hui, la plus belle carrière de granit, qui était à cette époque-là la fierté pour l'Autriche. Alors, il fallait que ça soit coupé bien parfaitement. Alors, il a fallu faire un apprentissage, parce que je n'avais jamais coupé de la pierre ni taillé. Alors, c'est le camarade espagnol qui avait déjà fait quelques mois, même plus d'une année de la carrière, qui m'a appris à faire ça. Et on se relayait tantôt l'un, tantôt l'autre, tantôt l'un, tantôt l'autre. Et en plus, il faut penser qu'on travaillait là sous toutes les intempéries. En plein mois d'août, fin août, puisque j'étais en fin août et puis septembre, on travaillait en pleine chaleur avec la poussière. Et après, on a travaillé en plein vent. Et après, on a travaillé sous la neige, vous voyez, suivant les périodes. Et c'est pour ça que la carrière, on ne peut pas la décrire de la même façon suivant les mois. Les femmes, c'était plus de femmes. Elles n'avaient plus rien de féminin. Squelettique, avec les traces des coups des femmes SS un peu partout, sur tout le corps, sur les jambes, sur les mains. La tête rasée, le bras tatoué comme les hommes, les jambes enflées. C'était horrible à voir. C'était plus de femmes, il n'y avait pas rien de féminin. Et les voir souffrir comme ça, et les voir torturer. Vous savez, je ne vous ai pas dit, les capots au camp des hommes, c'était des anciens condamnés de droit commun. La grande majorité allemands et pas mal de Polonais. Au camp de femmes, les monstres ont choisi quelque chose de plus terrible. Les capots des femmes, c'était en général des anciens prostituées. Vous voyez la monstruosité. Et les femmes SS étaient d'une brutalité pire que les capots des hommes. J'ai trouvé récemment, dans un livre de Langbein, le témoignage de Höss, c'était le commandant du camp d'Auschwitz. Et lui aussi, il était impressionné par le camp des femmes. Il dit que ce n'est pas comparable les souffrances des femmes par rapport aux souffrances des hommes. Voir les hommes souffrir, c'est encore acceptable, mais voir les femmes dans ces conditions, mal habillées, des fois pieds nus ou dans des sabots qu'elle avait du mal à traîner, les voir s'épuiser si rapidement, ça a été une de nos plus grandes souffrances à Birkenau. Et pourtant, ce sont les femmes qui ont été les plus courageuses.
C'est une femme déportée qui, dans l'antichambre de la chambre à gaz, a sorti d'un SS Schillinger qui à un moment donné était Rapportführer, a sorti son revolver et l'a tué. Le seul SS qui est mort à Auschwitz a été tué par une femme.